Merci beaucoup Antoine Cyr et Catherine Schuller d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir de vous accueillir. On va peut-être vous présenter rapidement et surtout vous donner la parole encore plus rapidement. Donc Catherine, vous dirigez les compétences et le développement du groupe BNP Paribas. Antoine, on vous connaît depuis longtemps chez NetExplo et vous avez été un soutien effectivement au développement de notre observatoire et vous êtes directeur de l'engagement. On va peut-être commencer par vous d'ailleurs Antoine si vous voulez bien. Qu'est-ce que c'est ce métier de directeur de l'engagement? Parce que je crois qu'il y a différentes facettes. Vous dirigez aussi la communication. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est votre périmètre de responsabilité? Alors la communication, elle me rapporte, mais elle est tout à fait autonome. Hein. C'est quelque chose d'un peu différent. Ce qu'on appelle la direction de l'engagement, c'est en fait la direction qui pilote l'ensemble du projet de transformation de l'entreprise pour que les critères écologiques et sociaux soient pris en compte dans l'ensemble de nos décisions, de nos compétences et de nos actions. Donc c'est un chantier de transformation qui est extrêmement ambitieux, qui implique toute l'entreprise, qui se fait dans le temps de l'industrie. Donc parfois les gens voudraient qu'on ait des solutions miracles dans le quart d'heure qu'on n'a pas, mais en revanche on est en train de faire une transformation en profondeur et c'est ce qu'on exprime à travers l'idée de direction de l'engagement, parce qu'on pense qu'en effet c'est un engagement, c'est une façon tout de même très différente de faire du business. C'est vraiment introduire des critères de décision qui sont des critères différents. Et effectivement, une direction de l'engagement, et on le verra par la suite, effectivement une nécessité d'évolution, d'accompagnement des compétences, de la culture, des modèles de leadership, qui s'inscrit dans un contexte d'accélération, puisque vous êtes au démarrage de votre nouveau plan stratégique 2022-2025, qui place les enjeux durables au cœur de ce plan stratégique. Est-ce que vous, qui s'appelle GTS, je crois, donc croissance, technologie, durable, est-ce que vous voulez bien, Antoine, nous éclairer sur ce plan strat, sur ces enjeux, comment ils se déclinent? On imagine qu'il y a de la biodiversité, il y a de l'économie circulaire, il y a de l'inclusion. Voilà. Quels sont... Comment il s'orchestre? Alors d'abord, donc growth, technology and sustainability. Donc quand on parle de growth chez nous, on ne fait pas référence à la croissance économique. Hein. C'est un sujet par rapport auquel on est agnostique. Simplement, on sait qu'il peut y avoir une croissance très carbonée qui sera abominable, et il peut y avoir une décroissance sans investissement de transformation de l'économie qui sera abominable aussi. Donc du coup, quand on parle de croissance, nous, c'est croissance de notre clientèle, hein, de nos clients eux-mêmes. On est aujourd'hui la première banque européenne et on gagne des parts de marché sur à peu près tous nos segments. Et c'est ça qu'on entend par croissance. Technologie, il y a un lien avec le S, mais je m'arrête un instant sur la technologie. Les investissements technologiques dans notre activité sont absolument essentiels et moteurs. Et ça fait déjà très longtemps qu'on ne fait plus aucune acquisition qui n'est pas liée à l'acquisition d'une technologie. Et donc, on est vraiment entièrement dans cet univers. Enfin, troisième élément, la sustainability. C'est vrai que l'originalité de BNP Paribas, c'est d'avoir ça dans son plan stratégique. C'est quelque chose qu'on quantifie à la fois en termes d'objectifs business, hein, d'objectifs chiffrés, de business durable. Et ce qu'on appelle le business durable, c'est quelque chose qui, selon des critères extrêmement robustes, contribue réellement à la transformation de nos clients et donc à un monde à la fois plus durable sur le plan de l'environnement, mais aussi plus inclusif. Et donc, on a ces objectifs et on a des priorités d'action qui sont effectivement dans 5 domaines. Le climat, mais aussi la biodiversité, l'économie circulaire, l'inclusion sociale et tout ce qui relève de la capacité de nos clients à faire bouger les lignes par leur propre épargne. Oui, alors ça c'est effectivement un élément. Alors on peut rappeler quand même le terrain de jeu. Vous l'avez dit, première banque de la zone euro, 8e groupe bancaire dans le monde, 65 pays, hein, donc évidemment une dimension extrêmement importante pour conduire cette transformation. On va peut-être s'intéresser à la manière dont ça
ça s'opère au quotidien. Le comment, exactement. Alors justement, ça c'est une question pour vous, Catherine. Comment est-ce que justement ces engagements s'inscrivent dans les process de l'entreprise ? Alors, ils s'inscrivent d'abord sur des textes qui sont fondateurs pour nous. C'est notre raison d'être. Et notre raison d'être, c'est un ensemble de textes en fait, qui expliquent vraiment les fondements de notre mission de banque, l'éthique, et qui aussi expliquent et incarnent en quoi les enjeux en fait, de la société et l'évolution sont complètement pris en compte de façon opérationnelle. Donc c'est un cadre extrêmement structurant et clair. Et ça permet à chacun d'avoir un alignement dans la façon d'agir et de se comporter et d'incarner notre responsabilité, qu'elle soit civile, économique, sociale, environnementale, dans tous nos processus opérationnels. Donc ça, c'est très clair et c'est un point, c'est un asset fort pour le groupe en termes de process et d'intégration dans les process. Bien sûr, aussi en termes de people strategy, enfin de stratégie RH, on est complètement aligné avec les ambitions du groupe. Et on a d'ailleurs développé cette stratégie autour de 3 axes. Un axe autour de l'expérience du collaborateur, un axe autour du capital humain, parce que c'est un enjeu de transfo humain très très fort, donc RH. Et puis un pilier très fort sur l'éthique, l'inclusion et la diversité, qui fait partie aussi de cette transformation. Je dirais aussi qu'on a fait évoluer notre promesse employeur. Ça, c'est en juin 2022. On l'a resserré autour de 3 piliers, dont un pilier qui s'appelle Sustainability Impact. J'entre dans ce groupe BNP Paribas, j'entre dans notre groupe et j'ai un job qui a de l'impact et j'ai une activité qui a de l'impact. Ça, c'est important. Et puis, dernier point peut-être d'illustration, on fait en sorte aussi d'avoir des dispositifs toujours adaptés pour accompagner cette transformation, bien évidemment sur un plan humain et aussi vis-à-vis de nos clients, être au rendez-vous. L'année dernière, on avait évoqué la Digital Data and Agile Academy. Cette année, on vient de lancer la Sustainability Academy et ça fait partie en fait de cet élément de preuve en fait de notre engagement et cet accompagnement de la transition. Dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, c'est le meilleur alignement possible. Donc, on reviendra tout à l'heure sur la Sustainability Academy. Avant cela, ma question tournait autour de ces engagements vis-à-vis des clients. Comment est-ce que, quelque part, ces éléments de preuve, on le retrouve pour les clients et notamment les clients entreprises de BNP Paribas ? Oui, avec une spécificité, effectivement, c'est que votre plan strat, c'est la transformation du groupe BNP Paribas et c'est aussi accompagner effectivement vos clients dans cette transition, notamment à travers l'orientation des flux d'investissement. Ouais. Voilà, donc en fait c'est une transformation qui est sur 3 registres. Le premier registre, ce sont les engagements qu'on prend vis-à-vis de la société. Par exemple, on a pris l'engagement entre maintenant et 2025 de baisser de 25% nos financements à l'extraction-production pétrolière. Bon, vous voyez que si vous prolongez cette tendance, 25% entre maintenant et 2025, si vous la prolongez, vous voyez qu'on sera dans la... On a en 2035 la sortie de l'Europe de la vente de véhicules thermiques. On voit bien qu'avant la fin de la décennie 2040, sur cette trajectoire, il n'y a plus de financement du pétrole chez nous. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça dessine une trajectoire dont certains pensent qu'elle n'est pas assez rapide et dont d'autres pensent qu'elle est trop rapide. Puisqu'on a à la fois des ONG qui parfois nous envoient du papier bleu en nous disant vous n'allez pas assez vite, et puis l'État du Texas qui nous dit vous êtes complètement fous, on ne veut plus travailler avec vous parce que vous sortez trop vite des énergies fossiles, vous êtes déjà sorti du charbon, vraiment, voilà. Bon, et donc nous, on pense qu'il y a vraiment un chemin à dessiner, qui est un chemin qui vient du dialogue avec nos clients, qui vient du dialogue avec la société, qui vient du dialogue avec la science, mais qui est un chemin qui va ne satisfaire personne, parce que la route qu'on a à trouver est d'abord une route qui peut évoluer en fonction de la façon dont le monde change, mais c'est aussi une route qui est vraiment au carrefour de beaucoup de choses. On parle beaucoup de la notion de transition juste aussi, et donc on est au carrefour de tout ça. Donc ça, c'est l'engagement vis-à-vis de la société, c'est celui d'avoir des routes de transition qui sont des routes qui sont les nôtres et qui nous paraissent les plus honnêtes possibles face à, une volonté de décarboner très fort l'économie et deuxièmement, de prendre en compte néanmoins tout le reste du monde qui nous entoure et qui est important. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de mettre en marche
tous les moyens nécessaires pour que aucun projet de transformation de nos clients, je prends l'exemple de la décarbonation, mais ça s'applique aussi aux autres, ne reste sans financement. Et donc pour ça, on vient de créer une force de 250 senior bankers, par exemple, qui travaillent à plein temps sur le financement de la décarbonation des grandes entreprises, mais on est en train de travailler de créer des équipes semblables sur les PME dans toute l'Europe. Et on a la même chose sur le leasing. Enfin bon, on est petit à petit en train de se doter d'équipes commerciales très importantes sur ces sujets-là, mais aussi d'experts. On a un réseau interne d'experts de 500 personnes dans le monde, donc qui sont des experts dans la transition écologique et dans les sujets sociaux. Donc c'est vraiment un capital d'expertise très important que l'on a. Et enfin, le troisième élément, c'est tout ce qu'on appelle les infrastructures. Et à la fin, plus ou moins chez nous, l'infrastructure, ça se termine dans le monde des data. Parce que on a besoin de... Par exemple, je vous dis qu'on va baisser de 25% nos financements à l'extraction-production pétrolière. Bon, ça se modélise. C'est-à-dire qu'il faut que chacune des décisions qu'on va prendre vis-à-vis de nos clients contribue à cet objectif et qu'on ait une compréhension à la fois dossier par dossier et une compréhension globale. Tout ce qu'on fait en matière de finances durables, c'est assis sur des data. S'il n'y a pas de data, c'est du greenwashing. Et nous, on ne veut pas faire du greenwashing. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne va pas plus vite, parce que tant qu'on n'a pas les data, on ne fait pas. C'est absolument crucial. En revanche, on se met en marche pour les avoir très vite. Vous confirmez une position qu'on défend chez Netexplo et qu'on observe, qui est qu'effectivement, finalement, la technologie, la data sont des leviers forts de transformation pour accompagner vos objectifs durables. Je vous donne un exemple qui est celui d'une coalition à laquelle on appartient, qui est une coalition qui s'appelle OS Climate, qui a été lancée par la Linux Foundation et qui est une coalition qui en fait se dit que si on prend les agences météorologiques, les agences agricoles, les agences spatiales, enfin si on prend tous les gens qui observent par satellite et par plein de moyens que nos amis d'Airbus connaissent bien mieux que nous, le fonctionnement du monde, quoi, de l'agriculture, de la météorologie, de l'urbanisme, de tout ça. Si on arrive à collecter toutes ces datas et à les rendre intelligentes et intelligibles par le système financier, ça va être un levier de transformation extraordinaire. Et donc, on n'en est qu'au début. Je discutais avec Cobaret, qui est vice-présidente du GIEC et qui est en même temps responsable d'une de ces agences aux États-Unis, et qui disait oui, le jour où la finance saura exploiter toutes ces données, on aura encore franchi un cap. Aujourd'hui, on exploite beaucoup de données relatives à nos clients, mais on n'est pas encore dans cette capacité d'exploiter toutes les données qu'il y a. Et donc là, il y a un levier de transformation qui est colossal. Qui est fort. Alors justement, puisqu'il s'agit d'hommes et de femmes derrière toutes ces actions, comment est-ce qu'on organise cette montée en compétences sur ces sujets ? Alors, comment est-ce qu'on organise la montée en compétences ? Déjà en identifiant les compétences qui sont au cœur de ce sujet pour les hommes et les femmes qui sont dans notre entreprise. Donc, c'est une question de définition. On a fait un travail important cette année, en 2022, pour identifier en fait des nouvelles compétences et pour être capable en fait de les insérer dans notre référentiel de groupe, pour que chacun en fait puisse aller les mobiliser pour se dire qui je suis, où j'en suis et là où j'ai besoin d'aller en fait par rapport à ces compétences. Donc, on a 8 nouvelles compétences qui sont incluses en fait dans notre référentiel. Pas uniquement business, pas uniquement métier, parce que être un acteur et être compétent dans ces domaines-là, c'est aussi finalement un mindset, une posture. Donc on a 6 nouvelles compétences métiers, et puis on a des compétences transverses qui sont sur le fait de je comprends, je suis capable d'expliquer et je suis capable d'intégrer en fait ces enjeux dans mon activité au quotidien, et aussi une compétence autour de je suis capable d'incarner en fait ce qu'est la diversité, l'égalité et l'inclusion pour un groupe comme BNP Paribas. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait, il faut les mettre en musique, il faut les faire vivre, ces compétences. Il y a pas mal de leviers pour ça. Au-delà de la formation, sur lequel je pense qu'on va discuter un petit peu, il y a aussi le fait de les incarner, de pouvoir témoigner.
C'est important qu'on communique, qu'on montre en fait comment ces compétences elles vivent au niveau du groupe. Et là, on a un dispositif de communication hyper actif, très régulier, très transparent. La transparence, elle est fondamentale aussi là-dessus. Et puis, on a aussi mettre la compétence en action. Et là, on a beaucoup d'initiatives dans le groupe aussi qui permettent que les collaborateurs ils s'emparent de ces compétences et qu'ils le mettent à l'œuvre. Ça, c'est très très important. Et je dirais aussi que sur un plan RH, il faut aussi nous, et on a déjà commencé, qu'on adapte aussi finalement nos rôles, nos jobs, en intégrant ces compétences pour décrire aussi finalement les jobs qu'on a au sein de BNP Paribas qui mobilisent ces nouvelles compétences-là. Donc voilà. Merci. Je voulais revenir sur la question de la Sustainability Academy que vous avez évoquée tout à l'heure. Donc c'est une nouvelle initiative que vous venez de lancer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je me lance, Antoine. Vas-y. Je passerai la parole aussi. Alors, on est hyper heureux de l'avoir lancée. C'est une académie qui est très jeune, qui a quelques semaines. C'est un asset formidable pour le groupe et pour les collaborateurs du groupe et pour les clients aussi. Je pense pour tout le monde, pour toutes nos parties prenantes. Donc, c'est une académie qui est faite par et pour les métiers et les fonctions. Elle a vraiment une vocation très claire de doter en fait de ressources, d'outils, donc de compétences nos collaborateurs pour qu'ils identifient le domaine de la finance durable et les critères sociaux et environnementaux dans la pratique de leur métier, au quotidien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. C'est une académie, en fait, qui a des ressources et des formats très variés, des basiques, du B.A.B.A., du développement et de la finance durable à l'expertise, qui est articulée autour des 5 domaines d'action prioritaires qu'Antoine a cités. C'est une académie qui aussi, en termes de format, permet d'avoir des parcours de formation, mais pas que, parce qu'on le dit depuis tout à l'heure, c'est un changement, c'est une transition, c'est un changement de mindset et de posture. Donc on a aussi mis des outils de transformation et de conduite du changement pour équiper les managers au plus près de leurs équipes. Ça, c'est important aussi. Des fiches pratiques, des éléments de preuve aussi. Avoir vraiment quelque chose qui fait qu'on passe de l'ambition à l'action et qu'on est capable d'en parler. Donc cette académie, c'est tout ça. C'est une académie avec un point d'entrée unique pour naviguer et pour contribuer. Chacun est acteur de cette académie et chacun la nourrit. Et puis peut-être juste en termes d'objectifs par rapport à 2025, donc ce qu'on s'est fixé, c'est en fait 4 choses. Première chose, c'est que tout collaborateur de BNP Paribas ait une bonne connaissance de la situation des principaux sujets de durabilité, et notamment évidemment des sujets climat et biodiversité, mais aussi des sujets sociaux, parce que une banque c'est quand même aussi fait pour donner aux gens les moyens de réaliser leurs projets, et une banque qui perd la dimension sociale perd quand même une partie de son métier. Donc c'est très important d'avoir la dimension climat, d'avoir la dimension biodiversité, économie circulaire, mais le social est très important aussi. Donc on veut qu'il y ait une connaissance qui soit partagée par tous les collaborateurs sur ces sujets-là. Il faut savoir que chez BNP Paribas, on finance la recherche sur le climat depuis plus de 15 ans, et que c'est très partagé en interne, et que malheureusement les rapports de ces scientifiques sont sans ambiguïté, et que donc on est déjà chez BNP Paribas dans une entreprise où il y a très peu de climato-sceptiques, et probablement c'est pas le bon endroit où aller si on est climato-sceptique. Et donc ça c'est la première chose, qui est cette connaissance partagée par tous les collaborateurs. La deuxième chose, c'est que tout collaborateur ait les compétences qui soient nécessaires pour faire cette transformation durable. Par exemple, je fais des modèles de risques. Il faut que la dimension des risques climat, la dimension de tous les risques qu'on appelle ESG, soit quelque chose dans lequel je navigue aussi couramment que les risques financiers. C'est donc une vraie transformation culturelle. Je suis chargé de clientèle, par exemple spécialisé dans l'épargne. J'accompagne une clientèle patrimoniale. Il faut absolument que j'accompagne cette clientèle patrimoniale dans des investissements durables et dans la réponse à toutes les questions qu'ils peuvent avoir sur ce sujet-là. Donc, deuxième volet, toutes les compétences qui sont nécessaires à chacun dans son job opérationnel.
Troisième objectif, Catherine l'a évoqué, c'est de bien intégrer cette dimension durable dans tous les parcours d'excellence. C'est-à-dire, chez BNP Paribas, si vous n'avez pas un certain niveau en sustainability, vous ne pourrez pas devenir un leader. C'est quelque chose de... ça fait partie du dimension clé pour devenir dirigeant. Et puis, quatrième dimension, vous avez vu que beaucoup de tout ça pèse quand même sur les managers, donc il faut qu'on les outille un peu, ça aussi Catherine y a fait allusion, et donc l'objectif c'est bien que tous les managers aient eu les outils qui leur auront permis d'embarquer toutes leurs équipes d'ici 2025, sachant qu'il y a beaucoup d'endroits où toutes les équipes sont déjà embarquées depuis plusieurs années quand même. Mais en tout cas, de montrer que vous leur portez une attention, que vous vous préoccupez aussi d'eux sur cette question de transformation qui est finalement le durable. On a eu l'occasion d'en parler ensemble. Une transformation, c'est effectivement du temps en plus pour un manager à consacrer. C'est l'accompagnement de son équipe sur un sujet qui peut être nouveau. Et donc l'idée, c'est de porter de l'attention et d'outiller pour faciliter finalement cette courroie de transmission qui est faite par les managers. Je dirais que c'est de porter de l'attention, mais c'est aussi finalement d'assurer un socle commun. Ça, c'est hyper important en fait qu'on traverse le groupe, hein, et puis qu'on soit capable aussi de donner les outils et donner finalement le levier de l'accélération. Antoine le dit, hein, l'accélération elle est déjà là depuis longtemps dans certains métiers. Donc finalement c'est de mettre tout le monde à bord du même bateau. Et donner les moyens d'aller à sa vitesse de là où on part. Et si on a besoin d'accélérer, eh ben effectivement, l'accélération elle est possible au sein de l'académie par des ressources qui sont aussi partagées. Je pense que l'académie c'est un modèle aussi qui fait qu'on partage beaucoup au niveau de BNP Paribas sur des ressources que les uns ont développées, dont les autres vont pouvoir bénéficier. Et ça fait partie de l'accélération et de la force de frappe de notre modèle. C'est un écosystème très ouvert du coup. Alors peut-être que Antoine, on trouvera dans cette académie un module sur la différence entre la finance à impact et la finance durable. J'aurais beaucoup aimé qu'on en parle ensemble, mais ça va être trop court parce qu'on va parler maintenant des talents. Mais en tout cas, j'invite ceux qui nous écoutent à aller chercher ces informations sur le web. J'ai trouvé ça absolument passionnant. Catherine et Antoine, au-delà du développement des compétences de vos collaborateurs, il y a évidemment la recherche des talents, puisque cette transformation appelle la nécessité d'aller chercher des nouvelles compétences à l'extérieur. Vous avez indiqué, Antoine, que vous faisiez des acquisitions toujours avec une dimension technologique, donc on imagine qu'avec ces acquisitions, il y a aussi des talents qui rejoignent BNP Paribas. Comment on fait pour trouver des talents dans le durable? J'ai l'impression que tout le monde en cherche. Oui, tout le monde en cherche, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie d'être des talents du durable, hein, donc ça c'est une chose. Le point qui est important, c'est l'autre jour j'assistais à une conférence à laquelle, je participais à une conférence à laquelle participait pour un keynote Emmanuel Faber. Et à un moment, Emmanuel Faber a répondu à une question qui était: qu'est-ce que vous dites aux étudiants qui disent on veut plus travailler dans cette économie et on veut changer de job? Et Emmanuel Faber répondait écoutez, moi je ferai le contraire, je rejoindrai ces groupes pour les faire changer, pour les transformer. Et de fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous venez rejoindre BNP Paribas, en réalité, c'est pas seulement que vous participez à la transformation d'une entreprise qui bouge vite, c'est qu'en fait, vous participez de façon très importante à la transformation de toute l'économie. Et donc là, il y a juste un sujet, c'est que il y a aussi une nouvelle économie qui se développe, qui est nativement plus green, etc. Elle existe, et d'ailleurs, on l'accompagne, on la finance aussi, mais nous, notre job, c'est à la fois de financer l'économie plus green, mais c'est aussi d'aider celle qui est nativement moins green à le devenir et à se transformer. Et ça, par exemple, il peut y avoir des talents qui disent non mais c'est pas la peine, on va vivre dans un monde différent, etc. Et puis il y a des talents qui disent oui quand même, il y a une mission. C'est là, j'ai une vraie mission et j'ai un vrai levier. Et finalement, c'est quelque chose, enfin je parle sous le contrôle de Catherine, mais je pense que c'est quelque chose qu'on arrive assez bien à faire comprendre. Oui, je pense que ça, effectivement, c'est très important.
On est attractif aussi parce qu'on est cohérent et aligné entre l'ambition et le fait d'agir. Je pense que ça, c'est un facteur d'attractivité. Ça, c'est absolument essentiel. C'est absolument sinon, clé, quoi. On pointe du doigt assez facilement la dissonance aujourd'hui. Oui. Et ça coûte cher, c'est sévère. Et ça coûte cher, et on a des populations, enfin notamment les jeunes, voilà, qui sont hyper attentifs à ça. Ils observent. Donc on a un groupe qui a vraiment de l'impact. Ça se voit, ça se sait. On est cohérent aussi entre ce qu'on affiche et ce qu'on fait. Enfin, sur un plan RH, voilà, on a une politique qui est affirmée depuis longtemps. C'est pas nouveau, si ce n'est que là, on la renforce encore plus autour de la diversité, de l'inclusion, de l'éthique. On vient d'avoir le renouvellement de labels de diversité, d'égalité professionnelle, AFNOR pour 4 ans. On a vraiment des éléments de preuve, en fait, et de la reconnaissance. Ça a de l'impact, ça a de l'attractivité. Et les talents, je dirais juste, on en a beaucoup en interne aussi, et on va rechercher en externe. Et puis, on a aussi une façon d'agir et possibilité d'être acteur dans le groupe, qui est aussi un élément d'attractivité. Notamment, je pense sur les réseaux professionnels. On a plus de 20 réseaux professionnels dans l'entreprise. Ça, c'est hyper important parce que quelque part, chacun vient chez nous parce qu'il est d'abord un acteur de la société. Donc, je suis acteur, j'observe, je suis impacté. Comment je vais pouvoir agir finalement dans le groupe que je vais rejoindre? Et dans le groupe que je vais rejoindre, il y a plein de leviers possibles, très concrets pour agir. Et puis on a la chance aussi, c'est une chose qu'on fabrique nous-mêmes, mais on a la chance d'avoir un groupe auquel les collaborateurs sont assez viscéralement attachés. Bien entendu, ce que je dis, c'est jamais vrai à 100% parce que on a tous notre sensibilité, notre expérience, etc. Mais il y a une très forte part des collaborateurs qui sont très attachés, et je pense que ce qui se vit à l'intérieur se voit quand même un peu à l'extérieur. Et du fait de cet alignement entre les ambitions et le concret, la réalité, les opérations, ce que vous mettez en œuvre, vous avez aussi le sentiment que vos collaborateurs sont des ambassadeurs pour aller chercher des talents. Vous comptez sur eux? Oui, oui, parce qu'ils sont à la fois, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels je pense qu'ils vivent des expériences positives. Ça ne veut pas dire que tout est facile. BNP Paribas, c'est une entreprise assez exigeante, mais c'est une entreprise qui est effectivement, Catherine le mentionnait, très attentive sur des sujets de diversité, de discrimination. Nos responsables prennent des positions qui sont très fortes et qui sont très reconnues dans ce domaine-là. Et ça joue un rôle. Et puis effectivement, il y a une cohérence du discours. Donc après, moi, je pense que chaque collaborateur doit aussi vivre ça. Incarner à sa manière. Chacun l'incarne, etc. Mais je pense que oui, globalement, ils sont plutôt ambassadeurs. Et pour les rendre ambassadeurs, je pense que le rôle qu'on a à jouer actuellement aussi, moi je dirais que c'est un rôle de décodeur. C'est-à-dire que aussi là aujourd'hui, ce qui est important pour les rendre ambassadeurs, c'est qu'on embarque tout le monde en fait, c'est qu'on aligne tout le monde et qu'on arrive à traduire ce qui est en train de se passer aussi au niveau de l'entreprise, et en quoi là ils peuvent encore plus être acteurs finalement par rapport à ce qu'ils vivent à l'intérieur de l'entreprise. Donc il y a un très joli challenge. Absolument. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour ce partage. Et puis on continue. Absolument. Merci beaucoup Catherine, merci Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour partager beaucoup. Ce moment. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Guillaume Pernoud, Flore Ségalen, vous restez sur scène car ce sont maintenant les dirigeants de Veolia qui vont vous rejoindre. Didier Bove, directeur digital business et technologique, et Sandrine Berkopek, directrice digital RH expérience collaborateur.